Que vous aussi, vous êtes parti de ce constat que peut-être on avait tendance, ou dans la vie, ou surtout en littérature, à oublier les animaux et d'avoir envie de leur donner la place qu'ils méritent. Il y a toute une partie de ma vie, quoi, je m'en suis rendu compte peu à peu, où les animaux ont joué un rôle très important, quoi. Et au départ, je m'en rendais même pas compte, quoi. Et puis finalement, oui, et donc, d'ailleurs, au départ du livre, j'essaie de dire lesquels, notamment, ce que je voudrais dire, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était la mort animale. C'est-à-dire que la mort, franchement, la mort, je l'ai découvert avec les animaux. Comment on vient à se lier, étant gamin, avec une poule? Enfin, comment Oui. la connexion Oui. se crée? En fait, bon, comment est-ce qu'un gamin peut jouer, avoir une association avec une poule qui est une poule à la réputation d'être conne, criarde, idiote, faire des bruits sans arrêt, etc. Donc ça a une très mauvaise réputation, la poule. Mais en fait, les poules, dès qu'on se rapproche d'eux, en fait, ce sont des animaux qui sont un peu comme des chiots qui vous suivent partout, qui sont très joueurs, qui vous grimpent dessus, etc. Et comment dire, finalement, assez rapidement, on se rend compte que tous les animaux jouent. C'est-à-dire que même une poule joue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dénie beaucoup aux animaux la capacité de jouer. On pense que le jeu, c'est quelque chose qui fait partie de l'homme. En fait, souvent on dit le propre de l'homme, c'est le jeu, c'est-à-dire la capacité de s'éloigner de ses instincts, de ses routines, pour rentrer dans un autre espace. Mais il se trouve que les poules jouent, c'est-à-dire qu'elles vous courent autour, elles font du bruit, etc. Alors évidemment, nous, on l'interprète comme ça, mais à un moment donné, ils se tissent des relations qui fait que c'est des formes de jeu. Et finalement, le jeu, je trouve que le jeu avec les animaux, c'est quelque chose qu'on découvre dans l'enfance et que justement, on joue avec les chats, on joue avec les chiens, et finalement, on joue presque avec tous les animaux. Et c'est-à-dire que les animaux sont capables de mettre entre parenthèses, de dire pouce. C'est très étonnant de créer un espace où ils ne sont plus dans la répétition, ils ne sont plus dans manger, tata, ils sont dans un autre espace et où ils vous entraînent. Et même, je me demande s'il n'y a pas toute une part de notre théâtre, de nos mimes, de nos outrances, si elles ne vous viennent pas des animaux. Vous avez dit que les animaux, alors vous avez appris la mort, ils ont, à vous lire, vraiment un rôle d'initiateur plus que les adultes même. C'est eux qui alors vous dites c'est qui m'apprennent la vraie vie. La sexualité, c'était l'animal, quoi. C'est-à-dire que, bon, par exemple, on amenait ce que je raconte à un moment donné, amener la truie au verra, c'est un acte de découverte de la sexualité quand on a 9-10 ans, qui est d'une force, d'une violence terrible. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est un verra, c'est un monstre qui fait 500-600 kilos, qui grimpe des malheureuses petites truies qui sont beaucoup plus petites que lui, qui les écrase, qui ploient sous le poids, et ça recommence. Nous, on est là à donner des grands coups de bâton en criant. En plus, le verra s'appelait Lino Ventura. Donc, allez, Lino et donc alors cette malheureuse truie, et donc comment dire, de voir cette bête énorme se jeter sur cette petite truie qui est toute mignonne, etc., toute rose, avec sa petite fente toute rose, et lui là, alors en plus il y a la découverte des sexes, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il faut voir que le pénis du verra, c'est quelque chose, quoi. C'est en tire-bouchon. Donc d'un seul coup, on se rend compte qu'on entre dans un monde, dans tout un monde où il y a des espèces de pénis avec des formes assez extravagantes, où il y a une force, une rage, etc. Et là, pour un gosse de 9-10 ans, c'est vraiment un moment, oui, d'initiation. Est-ce qu'on est sensible à la cause animale parce qu'on a un animal, ou est-ce qu'on peut l'être aussi autant sans? Alors, ce que je me demande, c'est si on n'est jamais sans animaux. C'est ça que je me dis. Il me semble qu'on est toujours avec des animaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des oiseaux à la fenêtre. On leur donne à manger ou pas? On les fait fuir ou pas? On met de l'insecticide ou pas? On en débarrasse notre cour, parce que moi je vois chez moi, on s'en débarrasse ou pas des animaux?
Est-ce qu'on met des niches, des nids pour les accueillir, les oiseaux, rien que les oiseaux, ou pas? Donc il me semble que l'animal, il est toujours là. Et on en a conscience. On en a conscience. En plus, bon, je pense qu'ici, il y a des animaux derrière les plaintes, tout ça. Il y a des insectes. Donc là aussi, à mon avis, ils sont présents. Ils sont présents à leur manière. Et puis, ils ronchent. Ils nous font peur. Mais non, ce que je veux dire, c'est que voilà, ce que je crois, c'est que l'animal est toujours là. Et que dès qu'on va à la campagne, on les voit. Dès qu'on est chez les amis, on les voit. Et puis aussi, ce que je voulais dire sur humain-animal, c'est que justement, c'est toute la question, c'est que est-ce que quand on se pose la question de l'animal industriel, l'abattage, la fin des animaux, la mort des animaux, les animaux qui meurent, il n'y a plus d'oiseaux, les oiseaux disparaissent, etc. Le fait, est-ce que c'est justement parce qu'on est humain qu'on ne doit pas les sauver, quoi? Est-ce que c'est justement parce qu'on est différent que nous, on sait que c'est justement pour ça qu'on doit les sauver? C'est justement, c'est ça qui est en jeu. C'est notre humanité par rapport à l'animal, justement. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais cette humanité, souvent, elle fait défaut. Ah non, mais je pense que c'est terrible. Bon, parce que là, on est vraiment dans la disparition de l'animal. Bon, c'est ce que je dis à la fin. Bon, presque malgré moi, ce livre, il s'est transformé en un requiem, quoi. Voilà. Vous parlez de la douleur, justement, des animaux. Alors, ça passe par la rencontre avec Jane Goodall. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Finalement, j'ai voulu la mettre parce que ça a été une rencontre assez incroyable. Je l'ai vue 2 fois et parce qu'elle c'est une femme assez extraordinaire, quoi, c'est vrai. Et puis, elle a une position, elle est végétarienne, elle a une position radicale. Et elle dit qu'en fait, sa vision, quoi, oui, sa vision, c'est tester sur l'animal, tester sur l'homme. Voilà, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que le Fordisme, Ford, les usines, le travail en miettes, etc., ça vient des abattoirs. C'est-à-dire qu'au départ, les abattoirs, pour accélérer la cadence de la mise à mort animale, on a fait circuler les trucs écorchés, etc. Et on a, pour que d'abord les hommes n'aient pas de sensibilité, et en plus ça a accéléré le travail, donc on les suspendait, etc. Et lui, Ford, il a regardé le système de travail des abattoirs et il l'a appliqué aux humains. Et donc elle pense que ce qu'on fait à l'animal, on va le faire sur l'homme après. C'est ça qu'elle pense. C'est ça qui est très dérangeant dans sa vision. Et donc finalement, après, elle dit, eh bien après c'est le Fordisme. Et après, elle dit, vous mélangez le Fordisme et l'abattage, et c'est le camp de concentration. Enfin, on se projette beaucoup dans votre roman, vu que c'est autobiographique. On pense à nous et notre rapport aux animaux. Et alors, vous dites que les animaux parlent, alors on leur prête aussi beaucoup la parole. Est-ce que c'est quelque chose, alors, juste lié à l'enfance ou pas? Pourquoi on aime faire parler les animaux? Ah oui, oui. Bon, je pense qu'il y a des tas de niveaux différents. Je sais pas, il y a toute la littérature animale, déjà le roman de Renard. Pendant des siècles, il y a eu on faisait parler des animaux. Le Goupil, toutes ces histoires, quoi. Comment ça s'appelait là? Quand j'étais jeune, il y avait une bande dessinée sur les animaux aussi sans arrêt. Toutes les bandes dessinées. Donc on fait parler les animaux sans arrêt. Donc on leur fait dire des choses, quoi. Vraiment, on leur prête, mais il faut voir que ça fait longtemps, parce que par exemple dans la mythologie, les grandes mythologies, les grands mythes, il y a une base animale. Donc on leur prête des choses, mais certainement on leur emprunte aussi. C'est-à-dire qu'il y a une puissance symbolique qui se dégage d'eux, qui nous nourrit. C'est-à-dire qu'avant, les totems, souvent ce sont des animaux. Les totems, c'est ce qu'on met devant un drame, on met un totem pour essayer de contenir, quoi. Et on met un totem, souvent ce sont des animaux, des puissances, parce qu'ils ont des puissances. Bon, dans le polythéisme, il y a des animaux partout. Et donc ce qu'on leur prête, donc on les fait parler, mais certainement aussi, ils parlent en nous. Ouais, c'est ça. Ils parlent aussi en nous. Et on ne se rend pas compte à quel point ils ont parlé en nous et ils parlent encore en nous puissamment, symboliquement, etc. Et puis aussi, ce qui est intéressant par rapport au langage, c'est qu'il y a des études qui sont très poussées, c'est sur la conscience. Parce
que le langage, ça a à voir avec la conscience. La conscience, ça va voir aussi avec le sentiment autobiographique. Très important, le sentiment autobiographique. Donc, en fait, on se rend compte que énormément d'animaux ont un sentiment autobiographique, ils ont une conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été très étudié, la conscience. La conscience, ça vient dans la vie quotidienne, tous les jours. C'est-à-dire la conscience, c'est par rapport au danger. Quand il y a un danger, je suis menacé, tiens, d'un seul coup, un animal, il va faire ci, après, il ne va pas le refaire. Donc, il a conscience du danger. Donc, la conscience, c'est quelque chose qui est dans un processus évolutif. C'est lié à l'évolution, etc., etc. Et donc, on se rend compte que des animaux sont conscients d'eux-mêmes.